Amis de la Résistance, bonsoir. Qu'est-ce qui vous arrive? Je m'étouffe. Ah je vois que vous commencez l'émission en lisant le journal. J'étais en train de lire présent. En plus, c'est un vieux numéro. Enfin, un vieux numéro. Même pas à jour. Celui du samedi 10 juillet. J'ai un gros problème de retour dans mon casque là. C'est angoissant au possible. Prenez celui-ci. Pas du tout ça. Vous savez, ça va pas. La technique est mauvaise. On a des gros problèmes. Je vous raconte tout. Je vous raconte tout parce que ça, d'abord, ça occupe du temps. Puis en plus, voilà. Ah, enfin. Meublon. Enfin, un casque qui marche, comme disait le vieux militaire. Petit. Un casque. Bon. Oui, je lisais présent du samedi 10 juillet. Alors, je crois que je vais me désabonner parce que... Oh. Hein? Bah si, parce qu'ils ont publié un article de Mathieu Ruggieri. Je sais pas qui c'est, mais... Il faut faire péter des pétards partout. C'est ça, ah, c'est pas possible, ça. Non, il dit que le duc d'Anjou n'est pas dynaste. Bon, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, il dit aucun doute ne subsiste quant à la légitimité du nouveau comte de Paris. Non, mais attendez, il faut être sérieux un peu. Alors, je suis pas d'accord avec Présent, là, je le dis carrément, hein. Enfin, avec Mathieu Ruggieri. Vous êtes d'accord, vous? Moi, j'ai pas d'opinion. Elle est d'une lâcheté. Pas du tout. Monsieur Blanza, avec votre cravate à fleur de lis. Bonsoir, docteur. Vous voulez savoir si je suis d'accord ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Ni oui, ni non, bien au contraire. Dites donc. Et vous, monsieur Rondeau? Ni oui, ni non. Oui, ils sont parfaits. Au moins, c'est agréable de recevoir des gens qui savent ce qu'ils pensent et qui ne peuvent pas le dire. Bien, alors donc, vous avez entendu en tout cas les personnes qui sont autour de cette table. Victoria, Michel Blanza qui est revenu nous faire une petite visite, ce dont je me félicite, parce qu'il va nous parler de je sais pas quoi, d'ailleurs, d'actualité. Je ne sais pas non plus. Bon, on me l'explique après en général. Et puis Jean-Pierre Rondeau, alors là on sait de quoi il va parler, parce que j'ai publié, enfin le Libre Journal a publié il y a maintenant une quinzaine de jours, oui, précédent numéro, un article de Jean-Pierre Rondeau qui était intitulé Je suis un dépatrié, et dans lequel Jean-Pierre Rondeau, qui est maire adjoint de Pavillon-sous-Bois, expliquait pourquoi, après combien, 15 ans 15 ans de présence et 15 ans de résistance à Pavillon-sous-Bois, il faisait son paquet, son pactage, et il s'en allait vers des contrées plus accueillantes et moins... Nous espérons plus accueillantes. Ouais. Et donc on va parler de ça. On va parler ce soir, pour le 14 juillet, on va parler d'immigration et de délinquance. Alors comme le disait Malirakis dans son émission récente, si on dit qu'on parle d'immigration et de délinquance, c'est bien parce que les deux problèmes n'ont rien à voir. Ça, c'est parfaitement clair. Sinon, on dirait on va parler d'immigration et tout le monde comprendrait qu'on parle de délinquance, ou on dirait on va parler de délinquance et tout le monde saurait qu'on parle d'immigration. Mais là, on va évoquer les deux sujets. On va en évoquer un troisième d'ailleurs, qui sera la bande dessinée. Vous voyez à quel point on est éclectique. Et même un quatrième, qui dans l'ordre est quand même le premier, et qui est le pèlerinage en Terre Sainte, qui a été entrepris par notre ami Jean Lécuyer, le pèlerin de Jérusalem, il y a maintenant, je ne sais pas combien de temps, enfin longtemps en tout cas. Et normalement, aujourd'hui, il est aux portes de Jérusalem, et pour l'anniversaire de la première croisade, et il va nous appeler avant d'entrer dans Jérusalem. Voilà, ça sera ça vers 19h, et puis et ensuite nous aurons au téléphone Enguerrand. Enguerrand, c'est qu'est-ce qu'il est? Donc il est président de l'Institut pour la promotion des arts graphiques populaires. C'est ça. Pour la popularisation des arts graphiques. Voilà, c'est encore mieux. Et il édite une revue qui s'appelle le Musardeur, qui est une revue qui traite de bande dessinée. Les bandes dessinées, c'est un peu ringard, c'est un peu vulgaire, alors nous on préfère dire art graphique populaire. Et avant, je vais faire une petite annonce. Mon fils cherche un appartement de 3 pièces pour lui, sa femme et ses 3 enfants. Voilà, je vous le dis. Comme ça, si vous avez un appartement dans Paris, pour pas cher, je vous remercie d'avance. Je crois vraiment être le seul directeur d'émission à Radio Courtoisie qui a le culot de faire ça. Mais après tout, puisque les auditeurs ont l'imprudence de m'écouter, il doit bien leur arriver ce genre de choses. Je voudrais signaler aussi à Georges, le taxi qui vient me chercher, que c'est pas la peine qu'il se dérange ce soir parce que je suis automobilisé.
Voilà, tous les messages personnels étant envoyés, je voudrais commencer par l'actualité. Vous savez que cette nuit a été c'est la nuit du 13 au 14 juillet, c'est toujours une nuit de liesse à Paris, une nuit de joie, de bonheur, de célébration de la liberté retrouvée, la fin de la tyrannie. Et là, on a eu par exemple la fin de la tyrannie. La France est un pays libre. Paris est une ville libre dans un pays libre. Et par conséquent, ça s'est célébré comme d'habitude. Ça s'est soldé par quelques dizaines de blessés dans les hôpitaux parisiens. Coups de couteau, coups de boule, coups de nunchaku, voire de batte de baseball, de morsures de pitbull. Voilà. Alors, de ça fait partie de l'animation normale de la capitale. Ça atteint quand même des niveaux, il faut croire que ça atteint des niveaux inquiétants, puisque même les socialistes ont fini par s'en apercevoir. Et c'est pour ça que je relisais le numéro de présent du 10 juillet 99, où je lisais la chose suivante. Président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, Michel Vauzel recevait le 2 juillet à Marseille le ministre de la ville, Claude Bartolone, pour signer un protocole d'accord État-région. État-région. Quand un socialiste rencontre un autre socialiste, cela ne fait généralement pas l'événement, dit Rémi Fontaine. Il se raconte des histoires de socialistes. Tel ne fut pas le cas ce vendredi-là où Michel Vauzel, selon la relation étonnée de Nice Matin, prit soin d'appuyer sur un mot avec une certaine gravité. Dans ces quartiers, a-t-il déclaré en évoquant les zones sensibles, dites aussi zones de non-droit, moi j'appelle ça la France occupée, la menace de la fracture sociale est dépassée. À présent, c'est la menace de sécession. Qu'entend-il par sécession? L'action menée par une fraction de la population en vue de se séparer de la collectivité nationale pour former un État distinct. Alors là, je fais une parenthèse, on pourrait dire par exemple que c'est un peu ce qui s'est passé au Kosovo, quand les Albanais qui occupaient le Kosovo depuis quelques années étaient arrivés en masse et avaient formé un groupe assez nombreux, ils ont commencé à dire qu'ils voulaient être les patrons chez eux, et là les Américains, enfin ce qu'on appelle les Américains parce que l'autre mot n'est pas autorisé, donc les Américains sont venus et ont bombardé les Serbes jusqu'au moment où les Serbes ont calé. À ce propos, je dois dire que je viens de lire un papier dans Libération, là, sur la méchanceté des Serbes. Ces gens-là sont vraiment méchants. J'ai lu, il y a un gars qui raconte que, il dit que le soldat serbe, a poussé son frère dans l'eau. Ensuite, il lui a donné une rafale de fusil dans le dos. Ensuite, il s'est approché en souriant, à la nage probablement, et il lui a mis une balle dans la tête. Je suppose que c'est pas dit dans le titre que j'ai lu, mais je suppose qu'après il lui a dû lui mettre une paire de baffes et lui dire je n'ai qu'une sympathie extrêmement limitée à votre endroit. Enfin, ce qui était un mensonge. C'est des féroces quand même les Serbes, faut bien reconnaître. Mais, ils en font beaucoup. Hein. Je parle pas des Serbes, là, je veux dire les autres. Ils en font peut-être un petit peu beaucoup. Trop, ouais. Hein. Comme moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que j'ai pas le souvenir qu'on ait retrouvé des charniers à Dresde. Ben non. Hein, les avions ne laissent pas de charniers. Les avions ne laissent pas de charniers. Ceux de l'OTAN. Les Américains, ils ont un système de bombardement qui est formidable. Ça tue des gens, mais on ne les trouve pas. C'est zéro mort. C'est probablement parce que on les enterre dans des fosses communes, qu'après on découvre, et à ce moment-là, on dit, mais ces fosses communes, regardez comme les Serbes étaient méchants. Et on sait tout ce qui est arrivé. On sait qui les a tués, pourquoi, comment. Et... Voilà. Et puis il y a l'information à rebours. Si vous avez remarqué, on a tous retenu les fameux charniers qui étaient des tombes alignées. Oui. Mais aujourd'hui, ils viennent de découvrir que des enfants avaient été enterrés par leurs propres parents dans une fosse commune. Et je pense qu'en général, les parents sont pas soigneux. Voilà, ils sont pas très soigneux. Ah, c'est terrible tout ça. Je me demande si on nous prend pas un peu pour des pélicans. Je sais pas. Enfin, on y reviendra certainement. Donc, je reprends l'action. La sécession, c'est l'action menée par une fraction de la population en vue de se séparer de la collectivité nationale pour former un État distinct. Et je poursuis l'article de Rémi Fontaine. On ne saurait mieux répéter ce que nous disons depuis des années. Nous sommes loin de la fracture sociale décrite par Le Monde. Ce n'est pas d'une autre France qu'il s'agit, mais bel et bien d'un autre monde, comme l'expliquait Caroline Parmentier dans Présent du 1er juillet, car pour le président Vauzel,
le stade de la simple ségrégation est dépassé et la situation est gravissime. Je vous rappelle quand même que Vauzel, il faut le rappeler, il est ancien ministre socialiste, il est ancien ministre de Mitterrand. C'est pas un agité du bocal, nationaliste, extrémiste, raciste, ça n'a rien à voir. Or, lui dit, on est en situation de pré-sécession d'une certaine partie de l'immigration. Il faut quand même employer le mot clairement, parce que quand on en aura marre de dire les zones de non-droit, les zones sensibles, les cités, les quartiers défavorisés, tout, il faudra bien dire que c'est les régions occupées par des étrangers ou des étrangers devenus artificiellement détenteurs de la nationalité française. Bon, alors voilà. Donc, le tabou empêche encore de dire que cet autre monde est le fait principalement des aberrations de la politique d'immigration-invasion menée depuis des années, qui aboutit à la ghettoisation des quartiers étrangers, qui ont créé leurs propres lois, leurs propres mœurs, leur propre business, leur propre milieu, leur propre État dans l'État, nous dit Rémi Fontaine. Mais enfin, affirmer qu'une fraction de la population est en train d'agir pour se séparer de la collectivité nationale et former un État distinct, c'est tout de même bien distinguer entre les nationaux et ceux qu'on suppose essentiellement allogènes, regroupés entre eux, qui n'ont rien à faire de cette nation. Oui, parce que là, il y a quand même un problème, c'est que la plupart de ces gens dont on parle, ils sont titulaires de pieds français. Ils sont de nationalité française, puisqu'ils sont nés en France et automatiquement. À partir de là. Donc à partir de là, c'est aberrant. De quel droit, même en supposant, admise l'idée que des étrangers en plus grand nombre que des nationaux sur un territoire national pourraient obtenir une forme d'indépendance ou d'autonomie fondée sur leur appartenance ethnique ou nationale, on n'est pas dans ce cadre, puisque ce sont des Français. Donc on est bien dans un cadre racial, on n'est pas dans le cadre de la nation, on est bien dans le cadre d'une revendication ethnique, c'est-à-dire nous sommes des Français d'origine algérienne, d'origine tunisienne, d'origine malienne, et nous voulons que cette enclave, Montreuil par exemple, première ville malienne du monde, soit gérée par des Maliens. Donc il s'agit d'une revendication ethnique. Et puis après on va les laisser se démerder entre eux, parce qu'il va s'agir de savoir qui va prendre le pouvoir, si c'est les Bamikélé, ou les je ne sais quoi, ou enfin une des innombrables, il faudrait demander à Lugan, les Tutsis ou les Hutus, laquelle des ethnies va prendre le pouvoir à Montreuil. On est vraiment dans une situation lourdement grave. Si vous permettez, c'est ce qui nous sauve encore aujourd'hui et qui retarde un peu cette échéance, c'est que justement les populations sont tellement mélangées et tellement diversifiées que pour l'instant aucune n'arrive à prendre réellement le pouvoir, mais c'est pour ça que l'on voit aujourd'hui les guerres entre quartiers qui commencent à se développer dans toute la banlieue parisienne. Alors je voudrais on va revenir là-dessus, Jean-Pierre Rondeau. Et je voudrais terminer la lecture de l'article de présent parce que Rémi Fontaine cite la réponse de Barthelone à son confrère, ami, collègue, complice Vauzel. Et là on mesure à quel degré on en est de délire. C'est-à-dire que Vauzel dit à Barthelone, on a bien compris, il y a un problème réellement grave, un problème de danger, on est au bord de soulèvement ethnique, avec une revendication d'autonomie fondée sur des critères ethniques. Et Barthelone lui répond, le pacte républicain est aujourd'hui menacé. Intéressant, il est menacé par quoi? Il est menacé par l'égoïsme et le repli sur soi. Ça c'est nous, c'est les Français de souche. Parce que naturellement les immigrés et les descendants d'immigrés, ils sont ni égoïstes ni repliés sur eux-mêmes. Et d'ailleurs quand on a une revendication ethnique qui exige, au nom de critères ethniques, d'avoir le contrôle d'une région ou d'une ville, eh bien ça n'a rien à voir avec un repli sur soi. Ça c'est tout à fait autre chose. Donc le pacte républicain est aujourd'hui menacé par l'égoïsme et le repli sur soi. Je suis scandalisé par les discriminations à l'embauche ou à l'attribution de logements sociaux, ainsi que dans les loisirs. Alors à propos des loisirs, il faut préciser que par exemple on a appris cette semaine que 300 millions de francs avaient été débloqués. Débloqués, oui, pour des enfants de Montreuil. Alors ça c'est autre chose. 300 millions de francs pour les vacances des jeunes, oui, 300 millions de francs, 30 milliards de centimes. Pardon. 30 milliards de centimes pour les vacances des jeunes en général. Bon. Et à Montreuil,
Ça, c'est absolument superbe. C'est donc je crois une trentaine de jeunes qui partent pour leur pays, donc pour apprendre et connaître les traditions de leurs grands-pères. C'est des Maliens, des écoliers maliens, enfin des collégiens maliens, qui sont envoyés passer aux frais du Conseil général et de la municipalité. Et de la ville de Montreuil, c'est-à-dire avec les impôts des gens qui... Avec les impôts des Montreuillois. Voilà. Je signale aux Montreuillois qui ne peuvent pas partir en vacances parce qu'ils n'ont pas de fric, qu'au moins ils pourront rester un petit peu chez eux et aller dans les parcs tranquillement, quoi. Voilà. Ils auront au moins payé pour quelque chose. Donc là, les loisirs, je ne vois pas très bien de quoi Bartolone veut parler, puisque à l'évidence, 30 milliards de centimes ou 300 millions de francs débloqués pour payer des séjours dans les stations de balnéaires aux jeunes des cités, avec les résultats qu'on connaît tous les ans, parce que tous les ans ça se termine de la même manière, y compris dans les stations par des assassinats, par des bagarres, par des pillages, par des vols, par des saccages, par des bagarres de balles, enfin tout ce qu'on peut imaginer, on le sait, c'est pas la peine de le répéter, tous les ans c'est la même chose. Donc, encore une fois, donc pas de discrimination dans les loisirs, discrimination à l'embauche et aux logements sociaux. Alors ça, je me tourne vers le maire adjoint de Pavillon-sous-Bois. Vous connaissez des cas de discrimination dans l'attribution des logements sociaux? Non, puisque le premier critère dans l'attribution des logements sociaux, c'est le nombre d'enfants. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Non, mais il faut dire aussi que quand on a 3 femmes, c'est plus facile d'avoir beaucoup d'enfants que quand on n'en a qu'une. Hein. Même si on fait tous les efforts, on a quand même 3 fois moins de chances de réussir. Façon, au niveau du nombre d'enfants, on est prioritaire. Donc, il est évident que sans aucun critère de nationalité, de race, d'ethnie, de couleur. Absolument pas. C'est bien clair. Ça. Et sans même le critère de liste d'attente, qui pourrait bénéficier plus ou moins des autochtones qui auraient fait des demandes très anciennes. Le critère principal est le nombre d'enfants. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous aviez annoncé dans le livre journal, enfin j'ai publié plutôt dans le livre journal une lettre que vous aviez rendue publique pour faire connaître d'abord le fait que vous quittiez les territoires occupés et ensuite les raisons pour lesquelles vous le faisiez. Et par un effet de coïncidence, la semaine suivante, c'est-à-dire le numéro qui est en vente en ce moment, je publie un article sur ce qu'on peut appeler l'affaire Chabanis, qui est du même ordre, en quelque sorte. Alexandre Chabanis, qui habite, lui, comment s'appelle cette ville? J'ai un trou. Ça y est. Enfin, un territoire occupé aussi. Dans le Val d'Oise. Oui, c'est le Val d'Oise. A fait l'objet de tentatives d'assassinat, de tentatives d'incendie de sa maison, de tout ce qu'on peut imaginer. Et comme c'est pas tellement, il faut dire, il n'est pas du genre collabo, quoi. Il n'est pas très arrangeant, Alexandre Chabanis. Il ne s'est pas laissé faire. Donc ça n'a pas arrangé grand-chose non plus. Il faut bien dire que de l'autre côté, ils ont plutôt l'habitude qu'on baisse les yeux et qu'on regarde le bout de ses chaussures. Et lui, c'est pas tellement le cas. Et alors il a décidé, lui, de porter plainte, carrément de porter l'affaire dans les tribunaux, et il a rédigé une plainte extrêmement circonstanciée. Il porte plainte pour agression de caractère raciste. Parce que les gars, quand ils viennent, lui disent « sale blanc, on va égorger ton fils, on va violer ta femme, on va foutre le feu à ta maison ». Ils ont essayé de le faire d'ailleurs. Et curieusement, ils se sont renversés l'essence sur eux. Ça, c'est vraiment au cours de la bousculade. Il y en a un qui est parti, donc c'est pas de chance, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Mais Chabanis a porté plainte pour ça. Et il a développé dans cette plainte une argumentation que je publie et qui me paraît une argumentation effectivement très très intéressante parce qu'il met en question le droit français face aux zones de non-droit et face à la situation de non-droit et face à la revendication des autres. Et c'est un vrai problème qui se pose, c'est-à-dire c'est l'idée de la validité de... C'est l'idée de nos amis de Renaissance 95, de la Voix des Français, avec Georges Clément, donc, qui vient de monter une structure qui va servir à recenser et puis à déposer des plaintes
pour toutes les victimes de faits similaires, mais en relation directe avec l'immigration. Oui, j'ai entendu l'émission avec Clément, c'était d'ailleurs l'émission de Malia. Moi, je me demande si c'est une initiative, je me demande si c'est pas une initiative superfétatoire, parce que ça existe, ces associations. Il y a déjà des associations qui font un peu la même chose. On l'a dit, il y a Légitime Défense, c'est quelque chose de légèrement différent. Il y a la Griffe, c'est quelque chose qui va tout à fait dans ce sens-là. La Griffe est là pour agir dans le cadre, pour porter devant les tribunaux des cas de racisme anti-français et anti-chrétien, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs. Et je me demande si cette espèce de multiplication des associations agissantes risque de d'étourdir un peu et de brouiller un peu les cartes. Enfin bon, après tout... C'est surtout, à mon avis, bien que ce soit des amis, c'est je pense que cette association aurait dû rester à ce qui était son objectif premier, c'était donc de combattre l'immigration et le droit du sol, et non pas se disperser sur des actions qui sont en recul, si vous voulez, qui ne peuvent venir que quand l'événement a eu lieu. Je crois qu'elle ferait mieux de rester à se battre aux marges, aux frontières du moins, ouais. Et donc de se battre effectivement et de conserver ce qui était l'idée de sa création, c'est-à-dire l'immigration purement. Alors, Jean-Pierre Rondeau, ce que je voudrais que vous nous disiez maintenant, je voudrais d'abord avoir le témoignage du maire adjoint d'une ville qui est quand même au cœur des territoires occupés, même si elle-même n'est pas vraiment une ville en état d'occupation. Comment ça se passe pour un édile? Comment un maire, comment un responsable municipal, un élu municipal gère-t-il cette situation que la France n'a jamais connue à ce point-là, d'une présence halogène très très forte? Vous savez, il y a deux types d'élus. Il y a ceux, et ils sont rares, qui arrivent à essayer de faire quelque chose. Et puis il y a la majorité des élus, notamment ceux des grands partis comme le RPR par exemple, puisque je suis dans une municipalité RPR, qui subissent donc, où le maire subit les événements en essayant d'y donner le moins de bruit possible. Je prends un exemple. Pavillon-sous-Bois est une ville, c'est vrai, de pavillons, de petites maisons, une ville de banlieue qui a été créée donc au début du siècle, et où aujourd'hui les événements ne sont pas énormes. Nous n'avons pas de grandes cités, nous n'avons pas de quartiers de sans droit, mais nous avons une diffusion, une dilution de la criminalité notamment, et puis de tous les problèmes qui s'y rattachent. Et je vais citer un exemple, je pars donc maintenant, mais en un mois de temps, il vient de nous arriver 3 accidents avec nos automobiles. Le premier, c'est mon épouse dépose sa voiture tous les jours à la gare de Bondy pour prendre le train. Sa voiture a été cognée par une dame qui a pris la fuite, bien qu'elle ait été arrêtée par un témoin, et qui a pris la fuite en disant « j'en ai rien à foutre ». La voiture n'était pas encore réparée, une voiture ancienne. Elle dort à l'extérieur de notre garage puisqu'il n'y a pas de place. Et alors que la voiture n'était même pas réparée, c'est-à-dire que toute l'aile était enfoncée, toutes les portières, seul le rétroviseur avait été changé, elle a été volée. Et on l'a retrouvée le lendemain, bien sûr niéman cassé, comme c'est une voiture ancienne qui ne servait que pour le transport du domicile à la gare, essentiellement, et puis pour les courses de la famille. Et bien cette voiture on nous conseille, aussi bien l'expert que la compagnie d'assurance, de nous la faire rembourser pour un peu moins de 10 000 francs. Et troisièmement, je rangeais mon véhicule samedi dernier, et tous ces événements sont arrivés en un mois de temps. Je rangeais mon espace dans mon garage, j'étais garé donc en face de chez moi, je suis descendu pour ouvrir les portes, et j'ai très très légèrement avancé et tourné mes roues pour traverser la rue et pénétrer dans mon garage. À ce moment-là, une voiture arrive en face, je me suis arrêté. Et j'étais donc cogné par un automobiliste qui est bien connu dans la région. Il appartient aux semi-nomades qui s'installent actuellement dans la région de Pavillon-sous-Bois et de Bondy. Il s'est arrêté pour m'engueuler, il n'y a pas d'autre terme, mais comme je lui ai répondu sur le même ton, il est remonté dans sa voiture. J'ai pensé qu'il allait s'arrêter pour faire un constat, et en fait il s'est enfui.
Je pouvais le retrouver à peu près, puisque je sais à peu près à quelle famille il appartient. Néanmoins, aussi bien j'ai des témoins, mais la compagnie d'assurance m'a conseillé de ne pas les faire jouer, parce que comme ce sont des braves dames, et à ma propre initiative d'ailleurs, nous n'avons pas voulu les mettre en cause, parce qu'on sait très bien ce qui se passerait si elles portaient témoignage. Donc c'est-à-dire que j'ai une compagnie d'assurance qui me conseille de ne pas porter plainte. Et puis nous allons être remboursés en espérant que le bonus ne sera pas sauté. Donc voilà le type d'événement quotidien que nous vivons. À côté de ça, en quelques semaines et mois, il vient d'arriver une agression nouvelle d'une dame qui s'est fait frapper par des gens aussi connus et tentative de viol à son domicile. Elle circule aujourd'hui sous le conseil donc de la police avec une perruque pour ne pas être reconnue, parce qu'elle a eu le courage de porter plainte. C'est le gardien de notre espace des arts qui se fait agresser au couteau et qui prend un coup de couteau. Et puis on apprend un voisin qui se fait cambrioler, etc. Donc c'est du quotidien. Et on a la chance sur notre commune d'avoir un maire qui arrive à bien s'entendre certainement avec le Parisien libéré, parce qu'effectivement une partie de ces événements n'apparaissent pas dans la presse. Il faut dire aussi, puisque vous parlez de la presse, que le Parisien libéré, qui est devenu le journal de l'immigration algérienne en France, c'est absolument clair. C'est pas une injure de le dire, c'est le journal de l'immigration algérienne. Quand il y a des élections en Algérie, c'est pendant 3 mois les 4 premières pages du journal qui sont consacrées en permanence aux questions politiques intérieures algériennes. La technique qui consiste à faire des interviews de personnes dans la rue. Si on parle de la pêche à la grenouille, il y a toujours au moins 2 ou 3 immigrés d'origine algérienne, au moins 2 sur 5 qui sont des immigrés algériens. Mais quand on parle du ramassage des roches des sables au sud de Tizi Ouzou, là c'est 5 sur 5. C'est-à-dire que quand on interroge des Algériens sur la situation française, on n'interroge jamais de Français sur la situation d'Algérie. C'est un journal très bizarre. C'est effectivement aujourd'hui un journal, le journal de l'immigration, et on a très envie de se désabonner ou en tout cas de ne pas l'acheter. Et d'un autre côté, c'est un moyen d'information assez extraordinaire avec le journal présent dont vous parliez tout à l'heure, dans la mesure où il suffit de s'abonner donc ou d'acheter pendant quelques semaines le Parisien libéré des pages 93 par exemple. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire, Jean Ferrando. Et moi j'ai constitué depuis 2 ans la collection complète. Je détache donc tout ce qui est agression, vol, etc. Et ça fait un moyen de propagande pour nous assez extraordinaire. Mais c'est ça que je voulais vous dire à propos du rôle de la presse. Parce que là il y a un rôle qui est particulièrement vicieux dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le Parisien fait état dans ses éditions régionales de faits qui sont des faits régionaux, les gens qui ont été témoins, qui sont au courant des faits, parce que les faits sont arrivés à 200 mètres de chez eux, disent « Ah ben la presse en parle ». Puisqu'en réalité, il y a un article dans le Parisien. Seulement, c'est le Parisien du coin. La presse nationale, la presse du pays, n'en parle jamais. Donc les gens du pays qui n'ont pas vu l'agression, qui n'ont pas été informés par leur boulanger ou par leur facteur, et qui ne l'ont pas lu dans le journal, ne sont pas au courant. Quant à ceux qui ont été témoins et qui sont au courant, ils voient l'information dans le journal et ils pensent que la France entière est informée. C'est doublement vicieux ce système, parce qu'en réalité, c'est une censure extraordinairement fine qui permet de censurer l'information tout en faisant croire qu'elle n'est pas censurée. Le résultat, c'est que des millions de Français, quand vous leur parlez de la réalité de la situation de pays occupés de l'Île-de-France, si vous allez dans le centre de la France, les gens vous regardent avec des yeux je crois parce qu'ils ne veulent pas voir non plus. Ils vous disent, c'est pas vrai, enfin, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est bien de leur en envoyer quelquefois. Ils comprennent un peu. C'est ce que je fais, et mon épouse pourrait vous le dire. Quand je suis invité dans des milieux assez bon chic, type Neuilly, et des grandes soirées entre amis, j'ai tendance à emmener effectivement toute ma collection de coupures de presse et après avoir dit quelques mots, de sortir la collection. Et je peux vous dire que ça a un effet assez phénoménal de
de montrer ce qui se passe réellement. Parce que même les gens qui habitent en Seine-Saint-Denis, tous ne lisent pas le Parisien libéré. En plus, il faut savoir le traduire, et c'est pas vous que je dirais ça. C'est que, bien entendu, on vous dit pas, c'est très rare qu'on vous dise qu'on vous donne le nom de la personne, encore plus rare et le prénom. Et donc, et encore plus rare qu'on vous donne le pays donc d'origine, mais bon, on est assez habile aujourd'hui pour le lire. Je vais citer un exemple qui a lieu dans le Parisien d'aujourd'hui et qui se développe depuis 3 jours. C'est un enfant qui a été battu à mort, on peut le dire, par le concubin de sa mère, et donc membre d'une secte catholique. Voilà, alors on lit, c'est pour vous donner comme la description, c'est qu'on lit ce qui s'est passé donc dans un journal il y a 2 ou 3 jours, et on apprend que le petit, qui doit s'appeler Christophe ou quelque chose, bon, on se dit tiens, c'est peut-être le concubin de sa mère, c'est peut-être pas un problème tout à fait d'immigration, mais quand on arrive à la fin de l'article, on se rend compte que ce monsieur c'est un marabout. Et donc, il avait voulu inculquer quelques principes religieux à cet enfant qui prenait ça un peu trop à la légère. Et aujourd'hui, donc, on a à nouveau dans le Parisien libéré ou dans celui d'hier, on reparle de cette affaire. Et aujourd'hui, on cite effectivement une église, mais sans dire que c'est un marabout. C'est une église aujourd'hui. Et donc, on peut penser, vous savez, aujourd'hui, toute l'action qui est menée aujourd'hui contre les sectes. Qui à mon avis est une action d'ailleurs contre l'Église catholique. Bien sûr. En parlant d'Église, on peut faire la traduction. Mais voilà la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes informé de ça parce que ça se passe chez vous et dans le journal local il y a des informations, puis l'information circule un petit peu dans le quartier, mais moi j'écoute les radios, je lis la presse nationale. Pour moi c'était des catholiques, alors catholiques, plutôt des catholiques intégristes d'ailleurs, étant donné la façon dont c'était exprimé, donc un couple de catholiques. La seule chose qui m'a paru bizarre, c'est que les catholiques intégristes ou les catholiques intégraux ou les catholiques traditionnalistes que je connais, le concubin c'est quand même pas très répandu. C'est pas le genre de la maison. Donc je me disais ça doit être des catholiques un peu bizarres, parce que le côté concubin c'est pas ça. Mais en tout cas, les radios vous expliquaient ça. Jamais été question de marabout sur Europe 1, sur France Info, sur Radio Luxembourg. Absolument personne n'a dit ce genre de choses. Il faut que vous soyez là pour nous le dire. On va peut-être donner la parole aux auditeurs, Victoria. J'habite dans une banlieue ouest de Paris où les terroristes des bandes ethniques font absolument ce qu'ils veulent. Ils marquent notamment sur les murs « Luttez sans force, vive les Noirs et les Arabes ». C'est en effet une revendication ethnique et raciale de la part de ces bandes, souvent unies et structurées. Quant aux Français de souche, ils se comportent la plupart du temps comme des larbins. Je suis le seul en tant que nationaliste à m'opposer aux terroristes, ce qui m'a valu déjà plusieurs points de suture. Ce sont les risques du métier. Je crains que Serge de Beketch soit en retard d'une guerre. La réalité qu'il décrit est dépassée. Ce ne sont plus les néo-français d'origine plurielle qui vivent dans des ghettos, car bientôt ils seront plus nombreux que les archéo-français. Ce sont eux, petit à petit, qui se trouvent réduits à survivre, quand ils le peuvent, dans des ghettos. Le récent recensement a volontairement occulté la seule information valable que les Français doivent apprendre à vivre, minoritaires, sur leur territoire. La situation du Kosovo. Ne pensez-vous pas que la France perde la notion essentielle de l'État-nation, ce qui risque de la précipiter dans l'euro-mondialiste? Et puis on envoie aussi des enfants en difficulté sur le 3 mois Bélem. Pensez-vous qu'on y accepterait nos petits-enfants qui aiment la mer? Sur le sujet, c'est ce que j'ai dit. Voilà, ce sont quelques exemples des sentiments qui se manifestent dès qu'on évoque ces questions-là. Une des questions qui revient de façon constante, c'est la question de la lâcheté ou de la prétendue lâcheté des témoins dans les éventuels cas de menaces ou de violences liées à l'occupation. Quelle est votre position là-dessus? Je vais dire ce soir à nos auditeurs que moi je suis un lâche. Si vous permettez, je vais remonter dans l'histoire très 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 récente. Comme vous le savez, je suis pied noir. Je vivais au Oran en 1960, 61, 62. Quand nous voyons un pied noir qui partait avant la fin de la guerre d'Algérie, nous le prenions pour un traître parce qu'il partait. Et il y avait encore le combat auquel j'adhérais, qui était le combat de l'Algérie française et le combat de l'OAS.
Néanmoins, je pense toujours pareil, mais néanmoins, ces gens-là ont eu quand même la prescience de comprendre quel allait être le lendemain. Ils ont agi peut-être en tant que père de famille pour protéger leur propre famille et pour protéger le peu de patrimoine qu'ils avaient. Ils l'ont vendu à temps. Je sais que d'ailleurs en parlant ce soir de cette façon je vais choquer beaucoup d'amis pieds noirs, mais c'est ainsi. Aujourd'hui, moi, je pars de Seine-Saint-Denis avec mon épouse. Comme vous l'avez dit, je suis depuis 15 ans dans cette commune. Depuis 15 ans, je suis élu. J'ai 6 ans maire adjoint, 6 ans d'opposition, et presque 6 ans aujourd'hui, 4 ans à nouveau de maire adjoint. Je me suis impliqué dans des tas d'associations. J'ai créé une maison de l'emploi. J'ai participé à la création avec la commune de Bondy d'une mission locale pour les jeunes. Donc le problème social, je le connais bien. Mon épouse a été présidente de 2 associations. Nos enfants, tous leurs copains de maternelle, ils ont 12 et 15 ans, habitent Pavillon-sous-Bois. Nous avons une maison qui est superbe, que les gens considèrent comme superbe, parce que j'ai la chance d'avoir une épouse qui est très forte en décoration. Je vous l'ai dit, j'habite une commune encore calme de Pavillon, et pourtant je m'en vais. Je m'en vais parce que je sais que mon pavillon, dans quelques années, vaudra 30 ou 50% moins cher. Je sais aussi que tous les jours, mes enfants ont un risque. Et je prends l'exemple, au bout de ma rue, j'ai un épicier, un boulanger et un boucher. Eh bien, ma petite fille de 12 ans, nous n'osons pas l'envoyer au bout de notre rue parce qu'il y a 2 pavillons qui sont plus ou moins squattés. Et une population qui traîne un peu par là. Et nous sommes inquiets pour elle. Nous avons été aussi conduits, alors que moi-même j'avais été éduqué dans l'éducation publique, à mettre nos enfants dans des écoles privées. Alors je pars aujourd'hui parce que je pense qu'il est temps que je parte, parce que c'est l'intérêt de ma famille, et c'est l'intérêt donc du patrimoine aussi. Et je pars dans un ghetto, je pars dans le ghetto du 78, dans le ghetto des Yvelines, dans le ghetto de la région de Saint-Nom-la-Bretèche. Où je pense que de plus en plus les Français qui en ont les moyens vont se réfugier dans ce type de zone, avec des écoles privées, avec des gardiens de sécurité. Je pars parce qu'il est encore temps. Et je voudrais dire aussi, si vous permettez, puisque je parle de l'Algérie, je vous ai écrit que j'étais un dépatrié. En 1962, nous avons été rapatriés, mais c'était un mot un peu faux, parce que pour nous, la patrie, c'était aussi l'Algérie. Aujourd'hui, je suis un dépatrié, c'est-à-dire que je pense, et je le pense très sincèrement, que le pays que j'ai aimé est fini, il est mort. Et je corresponds un peu à l'auditeur qui vous a écrit ça un peu sous une autre forme. Je sais aussi que là, je vais énerver beaucoup de nationaux et en disant que le pays est fini, mais moi, mon drapeau, symboliquement, je l'ai plié de la même façon qu'on le voit dans les films américains de guerre où on plie le drapeau après la cérémonie ou d'enterrement d'un soldat. Je l'ai plié et je l'ai rangé dans une armoire avec mon drapeau de l'Algérie française et puis avec les drapeaux du Liban chrétien ou d'autres pays pour qui j'avais eu de la sympathie. Je crois que notre pays tel que nous l'avons aimé, il faut comprendre qu'il est fini. Alors la France républicaine, la France, l'État français, etc., une nouvelle France va exister. Mais celle à laquelle je crois qu'elle est définitivement disparue. En tout cas, je pense, et je vais en terminer là pour vous laisser la parole, que si il reste quelque chose de la sauver encore, il faut immédiatement écrire que on veut arrêter l'immigration. Et pas seulement l'immigration illégale, c'est-à-dire les sans-papiers, mais même l'immigration légale. Après, avec peut-être quelques précisions sur le fait de qui, comment, etc., et quelle formation demander à ceux qui viendraient. Mais en tout cas, on doit arrêter l'immigration parce que notre pays n'a plus les moyens d'absorber des populations. Et chaque fois qu'on a eu une conversation sur ce sujet, vous m'avez dit la clé du système, c'est le droit du sol. Oui, c'est.
Alors, j'aimerais que vous développiez ça, parce que je vous avais invité une fois pour le développer, et puis j'avais invité également Wetzel, qui nous avait entraîné sur d'autres voies. Vous n'aviez pas pu exposer. Non, on était sur les mêmes voies. Le problème, c'est que j'étais à Radio Courtoisie et qu'il était difficile de faire un débat un peu, je dirais, un peu agressif. D'autant que j'aime ça, j'aime bien la discussion politique. Mais Monsieur Wetzel, devant moi, défendait les fameux certificats de nationalité de Monsieur Debré. Et j'ai compris ce jour-là, Monsieur Wetzel venait d'adhérer au Front National, et j'ai compris ce jour-là qu'il était en train de trahir aussi le Front National, puisque l'affaire des certificats d'hébergement, que je connais bien, puisque en tant qu'élu, le maire est amené à signer était amené à signer ces certificats d'hébergement. Je savais que c'était un mensonge, comme d'ailleurs tout ce que proposent la plupart des gens qui se battent aussi bien au RPR qu'au RPF. Je m'explique. La nouvelle loi de Monsieur Debré demandait à ce que, au bout de 3 mois, la personne qui avait accueilli quelqu'un pour lui permettre de bénéficier donc de ce certificat d'hébergement, ou du moins qui, pour accueillir quelqu'un, avait été obligé de demander un certificat d'hébergement, la personne, au bout de 3 mois, devait dénoncer le frère, le cousin, l'ami qui n'était pas retourné au pays. Il est évident qu'il y avait peu de chances que cela se passe, mais si par hasard la personne avait désigné le frère, l'ami ou le cousin qui s'était enfui de chez lui après avoir passé 3 mois, la police française n'aurait eu jamais aucun moyen de le retrouver, puisqu'il suffit d'aller en banlieue et de se cacher dans un immeuble. D'ailleurs, il serait intéressant peut-être qu'on parle tout à l'heure du recensement. Donc il est difficile de retrouver cette personne, et on peut le retrouver par hasard. Mais si on la retrouve, encore faut-il qu'elle n'ait pas fait un enfant français. Puisque le fait de faire un enfant français donne droit à cet enfant donc à des papiers de futur français. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas fait un enfant en France. Voilà. Il faut pas qu'elle ait fait un enfant en France. C'est ça. Donc donne des papiers à cet enfant qui est potentiellement français. On sait que plus ou moins il choisit selon les lois de droite ou de gauche entre 16 ans, 18 ans, etc. sa nationalité, mais en attendant il est potentiellement français, et à partir de là, avec le regroupement familial, eh bien le père devient inexpulsable. Il faut savoir que la loi dit que si cette personne a fait moins de 5 ans de prison, elle est inexpulsable, et si elle a fait plus de 5 ans, c'est un tribunal qui va décider pour savoir si ça ne crée pas des inconvénients à l'enfant, et donc qui va décider si on expulse ou pas le bandit qui pourrait avoir trafiqué de la drogue ou tué une vieille ou blessé ou une vieille grand-mère ou etc. Donc je crois que alors certains se battent pour le regroupement familial. Je crois que le regroupement familial, il est difficile de l'empêcher. Si on va travailler à l'étranger, on veut emmener ses parents, ses enfants. Si on part en tant que réfugié politique, il est difficile de retirer Attendez, moi j'ai un argument là-dessus. C'est pas un argument massif, mais les gens qui vont travailler dans les stations dans l'Antarctique, qui passent un hivernage, ils partent pas avec femmes et enfants. Non, je suis d'accord. Bon, et ben pendant 1 an, ils vont travailler, ils sont payés pour ça, ils vivent, et puis ensuite ils rentrent, ils retrouvent leurs femmes et leurs enfants. Et s'ils veulent pas quitter leurs femmes et leurs enfants, il y a une solution qui est formidable. Ils restent chez eux. Non mais comprenez que la loi sera toujours très difficile, puisque l'enfant est né potentiellement français. Ah, j'entends bien. Une fois que l'enfant est né en France, c'est tout le problème. À partir du moment, vous pouvez plus. Donc je crois que le problème n'est pas le regroupement familial. Le problème, il est le fait que le regroupement familial se fait autour d'un enfant français. Et donc le problème est le droit du sol. Des messages, des questions, des réflexions. J'ai entendu dimanche soir entre 21h et 22h sur BFM M. Julien Drey. Je n'en croyais pas mes oreilles, car il a dit, compte tenu des problèmes des banlieues actuellement en France, la tolérance zéro telle que je l'ai vue expérimentée à New York pourrait être une solution. Monsieur Julien Drey n'était-il pas l'un des cofondateurs de SOS Racisme ? Si, justement, mais je crois que c'est tout à fait intéressant la position de Drey, parce qu'il y a il y a quelques semaines qu'il a commencé à faire connaître que sa pensée avait évolué. Et moi, j'ai une impression, je peux me tromper, mais je me demande
Julien Drey est un représentant éminent de la communauté israélite en France. Et je me demande si une certaine partie de la communauté israélite n'est pas en train de s'apercevoir qu'ils ont réchauffé un baril de poudre dans leur sein. Si j'ose cette image un peu aventurée. Il est évident que quand le vote musulman pèsera beaucoup plus dans la politique française, la politique française changera. Et je crois qu'il est clair, on peut le dire d'une façon non agressive, que si les Français sont antisémites, ce qui reste à démontrer, les Français de souche, ceux qu'on appelle les Gaulois, sont peut-être pas aussi de date plus récente, qui eux ont des raisons ethniques, religieuses, historiques, d'avoir un sentiment peut-être un petit peu plus réservé à l'égard des Israélites. Et j'ai bien l'impression que certains dans la communauté sont en train de s'en apercevoir et de se dire que c'est très très joli de jongler avec des grenades dégoupillées, mais il y a un moment où on fatigue, et s'il y en a une qui tombe, on risque vraiment d'avoir du souci à se faire. Et je pense que c'est le sens de la position de Drey, qui s'aperçoit que ça va, parce que lui a des informations, justement parce qu'il est fondateur des SOS Racisme, justement parce qu'il appartient à tous ces milieux, à tous ces organismes qui ont fait de l'entrisme et qui ont fait de la prise de contrôle de l'immigration. Maintenant, il sait que la machine est sur le point de péter. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a une grosse menace pour les semaines qui viennent. Là. Les inscriptions sur les murs des banlieues dont on en parlait tout à l'heure sont significatives. Je dois dire que de l'autre côté, quand on voit fleurir sur les murs de Paris des affiches qui nous disent que nous sommes tous des agents du Mossad, je commence à avoir un petit peu la moustache qui frise. Parce que je me sens pas du tout, je le dis clairement, un agent du Mossad. Je me sens pas du tout un juif allemand, parce qu'il paraît qu'on était tous des juifs allemands, mais c'est pas mon cas. Je me sens pas non plus du tout proche de l'occupation. J'ai pas une mentalité de collabo, et je trouve un petit peu fatigant qu'on veuille absolument nous forcer, nous les gens qui sont chez nous, que chez eux, quoi. Il faut bien reconnaître. À prendre des positions de ce genre. Puis-je dire trois choses au niveau justement des problèmes, pour revenir aux problèmes de sécurité de cette déclaration. C'est que d'abord, il ne faut pas se laisser quand même un peu abuser par ce problème de sécurité à New York. À New York, bien sûr qu'il y a eu une police très sévère, il y a eu des mesures, une justice beaucoup plus sévère. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis aujourd'hui, l'économie marche très bien, le chômage n'a jamais été aussi bas. Et donc, dans le cadre d'une économie qui marche bien et d'une immigration relativement maîtrisée, on arrive peut-être à limiter les dégâts. C'est certainement pas le cas de la France aujourd'hui en matière de chômage. C'est-à-dire que tous les gens que nous en faisons rentrer aujourd'hui, et notamment les gens qui arrivent des pays d'Afrique, viennent sans aucune formation. Tous les gens que nous faisons rentrer ont toutes les chances de se retrouver au chômage. Et moi, je connais pas dans aucune société, et même une société qui ne serait pas une société venant d'Afrique, mais même dans une société européenne, je ne connais pas une économie en difficulté et des gens au chômage qui n'essayent pas de trouver des expédients dans la criminalité pour vivre et pour survivre. Donc je crois que le fait que nous ayons des portes complètement ouvertes à l'immigration aujourd'hui va continuer, même si on arrivait à mettre en prison tous ceux qui nous posent problème. Le fait de voir de nouveaux arrivants à qui nous ne pouvons offrir ni logement, ni emploi, ni éducation, ni éducation, ni aide, ou différentes aides sociales, parce que le pays a des problèmes économiques. Je crois que nous continuerons à créer des gens qui seront des voyous et des bandits. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, je ne pars pas seulement pour des problèmes de sécurité. Je pars parce que l'environnement de la Seine-Saint-Denis a changé et que je ne me sens pas en France aujourd'hui quand je vis en Seine-Saint-Denis. Et ce que je dis souvent, je vous l'ai dit, Serge, c'est que nous vivons le camp des saints aujourd'hui. Et ceux qui nous posent problème, ce sont pas
10% mettons de population qui sont des voyous, c'est pas 10% de population qui sont des islamistes. Ceux qui vont nous faire disparaître aujourd'hui, c'est les 80% de gens gentils qui arrivent, je sais là aussi que je vais énerver certains auditeurs, mais qui arrivent d'Afrique parce qu'ils pensent que chez nous, on y vit mieux. Et même en croyant, en supprimant les fameuses aides sociales, en supprimant les pompes aspirantes, cela ne suffirait pas à leur faire savoir ou à leur faire croire qu'on ne vit pas mieux en vivant en France et en Europe, parce que dans leur pays, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de guerre de tribus, ils ont de guerre tribale, ils ont des problèmes d'éducation, etc. Et je pense qu'ils continueront à affluer massivement tels qu'ils le font aujourd'hui. Oui, ça c'est un aspect extrêmement intéressant de votre position que vous avez toujours tenu. D'ailleurs, vous m'avez toujours dit le problème des pompes, de ce que Le Pen appelle les pompes aspirantes, c'est-à-dire les aides sociales, les diverses aides sociales à l'immigration, qui sont attribués aux immigrés de la même manière qu'aux Français, et même parfois d'une façon plus généreuse qu'aux Français. La solution n'est pas de supprimer ces pompes, parce qu'en réalité, ce que viennent chercher les immigrés, notamment les immigrés africains, c'est pas tellement ces avantages que souvent ils découvrent en arrivant, parce qu'il y a des gens bien intentionnés qui vont leur expliquer que tu y as droit, mais c'est tout simplement le fait qu'ils foutent le camp. Et là on voit, j'ai fait un papier là, pour le Libre Journal de la Rentrée, enfin je travaille sur un papier pour le Libre Journal de la Rentrée, où il y a en Afrique, il y a 75 sites de belligérance lourde. C'est-à-dire il y a 75 endroits en Afrique où les gens s'entretuent et où et dont les habitants foutent le camp. Et ce que me disait un ami qui vit au Sénégal, il me disait, tu comprends, dans le village là de Foundiougne, les gens crèvent de faim littéralement parce qu'il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'ils vont ? Ils quittent Foundiougne et ils vont à Kaolack. À Kaolack, ils vivent de la mendicité, moyennant quoi les gens de Kaolack, où il y a un tout petit peu d'industrie, sont de plus en plus en difficulté, ils foutent le camp et ils vont à Dakar. Et quand ils arrivent à Dakar, il y a de plus en plus de bidonvilles autour de Dakar, donc les gens qui sont déjà installés à Dakar, qui ont des postes, qui ont des combines, qui ont des réseaux et tout, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'occupent essentiellement de trouver un moyen d'arriver en France. Et donc il y a un mouvement qui part du fin fond de l'Afrique, des zones les plus déshéritées de l'Afrique. C'est pas les habitants de ces zones déshéritées qui viennent directement en France, c'est les habitants de ces zones déshéritées qui font par la technique du domino, qui poussent en quelque sorte les habitants des zones moins déshéritées à venir chez nous. Et quand ils arrivent chez nous pour se mettre à l'abri de la misère, de la maladie et de la terreur. Bien sûr, parce qu'on vit mieux. Parce qu'on vit mieux, même si on crève de faim, même si on n'a rien en France, on a toujours plus que quand on n'a rien en Afrique. Et une fois qu'ils sont en France, à ce moment-là, ils découvrent que non seulement c'est mieux quand on n'a rien, mais qu'en plus on a quelque chose. On a le RMI, et je raconte cette histoire parce qu'elle m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. J'étais chez ma pharmacienne habituelle, où j'ai acheté des médicaments que j'ai payés, puisque j'ai pas la sécurité sociale, et il y avait derrière moi un Africain qui a commandé ces médicaments, et visiblement il ne parlait pas un mot de français, puisque la pharmacienne l'a interrogé, et il a fait des signes de dénégation qui montraient qu'il parlait pas. À la tenue, on voyait bien que c'était quelqu'un qui n'était pas là depuis très longtemps, il avait dû arriver peut-être 15 jours plus tôt, et il a acheté ces médicaments. Et quand il a fallu payer les médicaments, il a sorti la carte de Paris Santé. C'est-à-dire que moi qui suis dans la situation, à 52 ans, d'avoir travaillé toute ma vie, et j'ai pas la sécurité sociale parce que, pour des raisons techniques, je suis obligé de payer avec mon argent les médicaments, alors que ce gars qui n'a eu le soin que de naître en Afrique et de prendre un avion pour venir en France, la ville de Paris, dans son immense générosité, lui donne une carte qui veut dire que les Parisiens vont prendre en charge. Oui, mais maintenant ça va être l'État, puisque c'est la nouvelle carte de santé qui va être distribuée. Naturellement, maintenant, s'il est arrêté dans le métro, il va montrer la carte Paris Santé, et il va pouvoir prouver qu'il n'est pas du tout un immigré clandestin. Vous savez, beaucoup d'immigrés qui sont sans papier ne bénéficient pas du RMI, mais ils vivent quand même mieux. Ils vivent avec des aides, donc effectivement pour l'essentiel municipal, mais il faut savoir aussi qu'ils peuvent inscrire leurs enfants dans les écoles, puisqu'on est obligé d'inscrire tous les enfants dans les écoles, papier ou pas papier, et donc ils inscrivent des enfants dans les écoles, ce qui permet derrière aussi de nourrir d'une autre
autre façon, puisqu'après il y a les cantines et puis les gratuités cantines. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut le savoir, en Seine-Saint-Denis, il y a un trafic d'enfants. On parle beaucoup des droits de l'enfant et de la protection des enfants, notamment après l'affaire du trou en Belgique. Mais il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, il existe un trafic d'enfants très très important pour pouvoir coucher des enfants sur des papiers. Oui, ça, les assistantes sociales racontaient ça. À l'époque, non pas les assistantes sociales, les payeurs des allocations familiales, à l'époque où il y avait les payeurs qui se baladaient dans les étages avec les sacoches pleines de sous. Maintenant, ils sortiraient pas de leur voiture. Mais ils racontaient qu'effectivement, ils voyaient les enfants sortir de l'appartement qu'ils venaient de visiter et monter dans l'appartement au-dessus en le bousculant dans l'escalier pour changer de parents. Ça, c'était une vieille blague de payeurs des allocations familiales. D'autres... Maintenant que nous vous avons entendu, que devons-nous faire? Prendre des barbituriques, nous taillader les poignets ou nous jeter sous le métro? Chacun son Donnez-nous une conclusion positive qui nous permette d'agir utilement. Moi, je sais pas ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire. C'est surtout de voter pour des hommes politiques qui ont trompé depuis des décennies les Français. Et moi, il vient de se passer les élections européennes. Écoutez, ces Français que je côtoie, et c'est un peu pour ça que je m'en vais, ces Français que je côtoie qui discutent dans les conversations, qui ont même souvent des discussions je dirais presque racistes, etc., qui sont les ex-militants du RPR, et qui aujourd'hui votent pour un monsieur Pasqua, qui est un des responsables de cette situation, puisqu'il a été au gouvernement de monsieur Chirac, etc. Donc, et monsieur Pasqua, c'est pour moi un des types les plus dangereux avec quelques autres hommes politiques, parce qu'il fait croire aux bourgeois de Neuilly ou d'ailleurs, et aussi, donc, je le dis à l'ouvrier de Seine-Saint-Denis, il fait croire qu'il va faire quelque chose. Et monsieur Pasqua ne fera rien. D'ailleurs, on l'a vu dans ses déclarations, on le voit. C'est comme monsieur Raoult en Seine-Saint-Denis qui a des conversations qui mettraient n'importe quel militant, par exemple, du Front National en prison, et qui par ailleurs va se faire photographier dès qu'il le peut avec les enfants des banlieues. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et je crois que malheureusement, le fait de voter pour des gens pareils qui fait reculer encore plus vite notre pays. Alors pourquoi ne pas remettre le droit du sang, la priorité nationale par le travail et les droits prioritaires aux nationaux? Pourquoi ne pas couper les allocations et remettre les Français au travail? J'ai 70 ans, je suis la fille d'un Kabyle qui fut déporté en Allemagne. Voilà, c'est la bonne question, mais ça, il y a quelqu'un qui le propose depuis 30 ans en France, et depuis 30 ans, personne ne veut écouter ce discours. On préfère effectivement, à chaque fois, aller se jeter dans les bras du premier chien coiffé qui passe. Alors, tantôt, vous avez un type qui arrive avec une tête de premier communiant et qui vous explique que... Je crois d'ailleurs, c'est une leçon à tirer, notamment, on a beaucoup parlé ces temps-ci du programme du Front National, et M. Maigret disait qu'il était parti avec le programme sous le bras. Je pense que si le Front National a eu un tort, justement, c'est un peu de vouloir faire un programme comme les autres et de faire un programme économique, etc. Je crois que ce qui peut aujourd'hui, et nous le vivons, d'ailleurs depuis que nous avons annoncé que nous quittons la Seine-Saint-Denis, il est incroyable le nombre de gens qui viennent nous dire mais si vous partez c'est une catastrophe, etc. et qui nous tiennent un discours alors que nous pensions qu'ils votaient vraiment à gauche. Et je pense que c'est aussi le message que je veux passer à nos amis de Renaissance 95 dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il faut revenir à ce combat. Tous les combats, je l'ai écrit, les combats sur l'euro, sur l'indépendance de la France, si on était occupé par l'Allemagne, par les soviétiques, etc. Tout ça, on en revient. L'histoire nous l'a montré, le mur de Berlin est tombé, la France a été libérée. Tout ça, on peut revenir. Si l'euro, si demain ça marche pas, on pourra faire autre chose. Le métissage que nous sommes en train de vivre, ça, on n'en reviendra jamais. Y a-t-il une organisation efficace pour lutter contre cette mise à sac de la France? Notamment, y a-t-il des élus décidés à résister? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, il y en a, mais bon. Ils existent, ces élus, ils existent, ces mouvements. Ah bon, il existait ce mouvement, maintenant ils existent, ces mouvements. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu
Je précise que Jean-Pierre Rondeau n'est pas membre du Front National, il n'est pas membre du Mouvement National, il n'a rien à voir avec ces organisations. Je dis bien droite depuis 13 ans. Mais quand il y a eu la rupture au sein du Front National, tout le monde s'est occupé d'abord de taper sur la gueule du petit copain, avant de s'occuper des choses sérieuses, de dénoncer les uns et les autres comme renégats, comme traîtres, comme salauds, comme voyous, comme voleurs, comme tricheurs, comme homosexuels, comme racistes, comme et tout ça. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ont fait les sympathisants du mouvement national? Ils ont dit comment ça nous casser les oreilles avec leurs histoires. On va aller voter pour chasse, pêche et tradition, qui est vraiment, ils auraient mieux fait de pisser par la fenêtre, c'était mieux, c'était plus utile. Ou on va aller voter pour Pasqua, ce qu'ils ont fait. Résultat, monsieur Pasqua-Villiers maintenant, parce qu'ils ont eu, je sais pas combien, 12% aux européennes, c'est-à-dire 12% de 53%, de 30% de la France, ça va quand même pas très très loin, faut pas non plus exagérer. Ils pensent qu'ils ont un destin national. À mon avis, ça va faire comme la première fois avec Villiers, je le regrette, mais tant qu'ils n'auront pas compris qu'il faut prendre des décisions fermes et proposer une politique solide et sérieuse, et puis surtout l'appliquer, cette politique, suffit pas. Et qu'on peut pas faire appliquer une politique de lutte contre l'immigration contre quelqu'un qui a dit qu'il fallait officialiser tous les clandestins. C'est pas possible. C'est incohérent. C'est un discours de représentant en pastis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand Pasqua me dit qu'il va terroriser les terroristes, et puis qu'on voit ce qu'il a fait, ensuite quand il me dit on va régler le problème de la France, et puis on voit ce qu'il fait, et que maintenant il se présente comme le sauveur, alors qu'il dit il y a 150 000 clandestins, il faut par humanité Alors quand il s'est aperçu que ça pétait dans tous les bords, il a dit mais c'était une plaisanterie, c'était une provocation. Oui, d'accord, enfin n'empêche que les gens l'ont cru. Alors si vous allez voter pour lui, qu'est-ce que je vous dise? Il faut pas vous étonner, le jour où il arrivera au pouvoir, il fera ce qu'il a dit. Parce que alors là, bien qu'il dise lui-même que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, en l'occurrence, cette promesse-là, il l'appliquera. Parce que la vérité, c'est que l'immigration est voulue par des forces occultes qui sont en dehors de la France, qui dépassent largement les pouvoirs politiques français et les pouvoirs médiatiques français, et que dans le plan mondialiste, il y a la détermination totale, définitive et irréductible de métisser et de faire envahir la France sur le plan matériel, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, par des populations allogènes. C'est clair, ça a été dit et redit. Rothschild ou Rockefeller, je ne sais jamais lequel des deux, a dit le verrou qu'il faut faire sauter, c'est la nation. Clark, l'autre jour, récemment, là, il y a 15 jours, a dit il faut en finir avec les nations qui sont des nations ethniques, il faut des nations métissées, et nous imposerons le métissage aux nations. On sait comment ils font, ils l'imposent à coups de bombe. Donc on est dans cette situation, il faut se mettre dans une situation de résistance. Quand les auditeurs nous disent qu'est-ce qu'il faut faire, je vous le dis, il faut résister. Il faut résister moralement, il faut résister physiquement, il faut résister matériellement, il faut résister électoralement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voter pour des gens qui vous ont trompé, qui vous tromperont encore. Il vaut mieux voter, je vous le dis, et je sais que c'est pas la position d'une partie de Radio Courtoisie. Moi je préfère voter pour un ennemi dont je sais à la limite qu'il est un ennemi, que de voter pour quelqu'un qui trompe les gens. Et je crois que la principale question à poser, puisque un auditeur demandait comment faire, à tous ces hommes politiques, les Millon, les Pasqua, les De Villiers, même Griotret, etc., c'est de leur dire, est-ce que la seule question, ou Madame Boutin, la seule question est de dire, est-ce que vous êtes prêt à écrire et à le dire en public, pas au sein d'une réunion confidentielle, pas au sein de la réunion de Radio Courtoisie ou autre, mais de l'écrire, qu'ils sont pour l'arrêt de l'immigration. Et je dis bien l'arrêt de l'immigration, parce qu'aujourd'hui on en est au discours de dire, même chez des gens comme vous avez parlé de Maigret ou de Le Pen, on en est à dire il faut arrêter l'immigration clandestine, l'immigration sauvage, etc. Non, il faut arrêter l'immigration. Notre pays n'a plus les moyens de donner des emplois, n'a plus les moyens de donner des logements, n'a plus les moyens de donner des valeurs, n'a plus les moyens de donner une éducation. Et donc à partir de là, il faut arrêter, parce que toute personne, même qui viendrait légalement,
Je ne parle pas, bien entendu, du cadre supérieur qui vient travailler chez IBM en France. Mais je parle que toute personne qui arrive, qui n'a pas de diplôme, etc., on ne pourra pas l'intégrer, même si elle vient légalement, même si elle vient avec des papiers, ou si on l'intègre, ça sera au détriment d'autres personnes qui vivent déjà sur notre territoire. Donc je crois qu'il faut clairement poser la question, est-ce que vous êtes pour l'arrêt de l'immigration ? Premier point. Deuxième point, est-ce que vous êtes pour l'interruption immédiate du droit du sol ? Si vous avez des réponses qui sont embérlificotées, qui sont à côté, vous n'avez pas voté pour ces gens-là. Michel Blanza, ça vous inspire une réflexion ? Beaucoup, oui. D'abord qu'on est dans une période exceptionnellement grave, triste. J'ai une boussole, c'est le général Gallois, qui dit que la France, par exemple, n'a conscience d'elle-même que par moment. Et qu'il semblerait que depuis un moment, elle ait perdu cette conscience d'elle-même. Vous êtes un radical galloisien, vous. Et oui, il en faut bien. Mais c'est plus solide et c'est plus charpenté que n'ont été les radicaux valoisiens. Oui, c'est pas difficile. C'est plus intelligent, ça permet de comprendre. Et il y a une forme de résistance que vous avez oubliée, mais c'est involontaire, j'en suis certain. C'est la résistance intellectuelle. Il faut lire. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, et c'est certain qu'il se passe beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. J'avais réservé pour la fin de mon intervention les deux autres résistances qui sont, à mon avis, les plus importantes, qui sont la résistance spirituelle et la résistance intellectuelle. Mais puisque vous en parlez, allez votre chemin. Écoutez, on a essayé dans le libre journal de la France courtoise, qui est un excellent journal, pendant 9 semaines, de dire sur un tout petit plan ce qui se passait en Yougoslavie, à quel point c'était grave et à quel point c'est ce qui nous arrive, et essayer de faire comprendre que cette forme de guerre est chez nous déjà. Ça, c'est quand même extraordinaire parce que vous, pendant les 9 semaines, c'est vous qui avez assuré au Libre Journal le suivi de l'affaire yougoslave. Parce que je ne l'ai pas voulu, vous m'y avez poussé. Non, vous y avez forcé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les raisons pour lesquelles on a fait ce travail important, suivi, sont des raisons françaises. C'est des raisons exactement que donne Vosel. C'est-à-dire que le premier papier du Libre Journal sur cette affaire dit, attention, pourquoi on s'intéresse à la Serbie ? C'est pas tellement par nationalisme serbe. On n'est pas le parti serbe en France, comme certains ont pu le dire. On n'est pas des membres du parti serbe. On s'intéresse à ça parce que ce qui se passe au Kosovo, c'est-à-dire l'action menée par une fraction de la population en vue de se séparer de la collectivité nationale pour se former un État distinct, ça va se passer en France. Et quand on disait ça il y a donc 10 semaines, 12 semaines, 3 mois, 4 mois, 3-4 mois. Quand on disait ça, il y a 3-4 mois, les gens nous disaient, vous êtes complètement toqués, ça n'a rien à voir. Tous les gens de droite comme les gens de gauche, nous disaient, mais ça n'a rien à voir. Quand vous dites, la Seine-Saint-Denis va faire sécession, ou Marseille va faire sécession, ça tient pas debout. Et maintenant, M. Vosel nous dit que dans les quartiers occupés, il y a maintenant une sécession, c'est-à-dire une action menée par une fraction de la population en vue de se séparer de la collectivité nationale pour former un État séparé. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est de voir à quel point les élites sont aveugles. Oui, et puis il faut voir que cette guerre est féroce, et que si elle est militaire à certains endroits, chez nous elle est économique, que le président Mitterrand en son temps avait dit il y a une guerre qui ne fait pas de morts, qui est très importante, c'est la guerre économique. On est en passe de la perdre quasiment définitivement, qu'on a perdu sur le GATT, sur beaucoup de choses. Je ne dis pas ça du tout pour désespérer, je dis ça pour faire comprendre à quel point tout cela est lié. Là, la Serbie est liée, l'histoire serbe est liée à l'histoire française pour la même raison que l'histoire vietnamienne était liée à celle du Cambodge et à celle du Laos. Ça s'appelait la théorie des dominos. Nous sommes un domino. Mais là, maintenant, ça se passe chez nous, ça se passe en Europe, et ce sont des gens qui ne sont pas bien intentionnés. Le président Chirac, aujourd'hui, a fait un éloge vibrant des Américains. C'est plutôt un signe que le président Chirac ne sait pas définir les enjeux comme il le faudrait. En tout cas, ne sait pas les montrer Étant donné la gravité de la situation présente, en France et en général, quand on a entendu ce matin Chirac parler... moi, je suis terrifié. Il est en très très mauvais état, absolument épouvanté. Cet homme est un grand malade, c'est évident. Il est totalement incapable d'assumer les fonctions qui sont les siennes.
c'est absolument effrayant de penser qu'il est au pouvoir dans une grande puissance. Il est à l'image de beaucoup de nos dirigeants. Alors on a un gros problème, c'est que le numéro qui nous a été donné du pèlerin de Jérusalem n'existe pas. Le France Télécom nous dit non, c'est un numéro où il y a trop de chiffres. Alors c'est absolument impossible de le joindre. C'est une malédiction parce qu'on l'a eu tout à l'heure et maintenant c'est lui qui avait appelé, c'est ça. Alors il a appelé, on lui a répondu, il a dit rappelez-moi et puis voilà, il nous a donné un faux numéro. On est bien embêté. Donc on essaye quand même de trouver une solution, mais je suis pas certain de pouvoir l'interroger avant la fin de l'émission. Victoria, d'autres messages? Alors, à propos de M. Pasqua, il a subventionné SOS Racisme en 1986, quand SOS Racisme était déjà à l'agonie. Il leur a donc donné une bouffée d'air pur. Monsieur Delalande, RPF, a voté en 86 le RMI pour les étrangers. Je lis « Je suis française depuis l'avènement d'Henri IV et je pense que mes compatriotes n'ont que ce qu'ils méritent. Nous sommes toujours un minimum aux manifestations de Renaissance 95 et nous étions encore moins le 18 janvier à Versailles. » Ça, vous avez dû vous en apercevoir. Monsieur Rondeau, vous nous parlez de la situation en banlieue, mais que pensez-vous de la situation dans les 18e, 19e et 20e arrondissements? Je pense qu'elle est absolument la même. Vous savez, les territoires sont plus ou moins importants et plus ou moins localisés, mais je cite souvent un exemple. En 1962, donc j'ai été un rapatrié. Pour des raisons familiales, nous avons été en Bretagne, à Rennes. Un quartier venait d'être construit, il comprenait des tours de 15 étages. Il y en avait 6. Mais c'était des petites tours, c'était pas, elles avaient 15 étages, mais c'était pas ce qu'on a appelé plus tard les grandes cités. Toutes ces tours étaient occupées par des Bretons, sauf une tour qui avait été confiée aux Pieds Noirs. Nous avons vécu très heureux dans ces tours, et j'en garde un souvenir. D'ailleurs, chaque fois, c'est un amusement quand je passe avec mes enfants. Papa va nous dire qu'il habitait là, quoi. Nous avons vécu très heureux dans ces tours. Aujourd'hui, elles ont été rénovées et de façon beaucoup plus distrayante que ce qu'elles étaient au départ. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans ce quartier de Maurepas, qui est la ville de Rennes, les voitures brûlent. Donc, voilà. Donc, le 18e, bien sûr. Je suis passé à Barbès l'autre jour, au coin de chez Tati. Il est affolant de voir ce qui est devenu ce quartier. Moi, j'habite le 19e et il y a toute une série d'immeubles qui doivent être détruits, donc qui sont squattés. Et il y a une population noire qui est absolument extraordinaire en ce moment. Vous savez, à Neuilly, je l'ai dit l'autre jour sur Radio Courtoisie, mais toutes les lignes, partout où se trouvent des lignes de RER, à la sortie des lignes de RER, on a des problèmes. Et à Neuilly, aujourd'hui, ils connaissent des problèmes. Bien entendu, c'est pas ceux du 18e, mais les dames se font agresser, les sacs se font dérober, etc. Oui. Alors je demeure à la gare du Nord et aujourd'hui on vient d'inaugurer le nouveau RER Éole qui va faire Champ de Versailles avec une... Bon, ça va nous amener toute la chienlit du Val-de-Marne. En tout cas, il y a une chose que les commerçants de la rue Saint-Denis savent très bien, c'est que le RER des Halles provoque pratiquement tous les samedis des réseaux dans le quartier. Ils descendent avec les casquettes, les survêtements, les battes de baseball, et ils font leurs courses. La seule chose qu'ils n'emportent pas, c'est le porte-monnaie. Ce qui contribue à la hausse des valeurs mobilières. Oui, alors là, c'est encore un aspect qu'on avait traité d'ailleurs dans le Libre Journal il y a quelques mois, où on s'était aperçu, pas nous, mais enfin certaines associations riveraines du Forum s'étaient aperçues qu'il y avait une curieuse... Corrélation entre les événements, entre la prolifération des trafiquants de drogue, des dealers, des agresseurs, des marchands de colis fichés, des vendeurs à la sauvette, des mendigos, enfin de toute cette espèce de cour des miracles qui traîne dans le coin, etc. Et qui naturellement squattait les entrées d'immeubles, cassaient les vitres, cassaient les vitrines, cassaient les portes, cassaient les codes, arrachaient les boîtes aux lettres, etc., etc. Curieuse corrélation avec le fait que ça se passait, et puis qu'un beau jour, on voyait arriver des agents immobiliers qui disaient « Dites donc, vous voulez pas vendre votre immeuble parce que, ou votre appartement ». Alors les gens très contents vendaient leur appartement naturellement à prix cassé.
Et puis, quelques temps après, on voyait arriver des gars qui réparaient tout. Et à ce moment-là, curieusement, l'agitation s'arrêtait tout de suite. Et il y a eu un incident extrêmement grave lors d'une réunion avec le préfet, où le préfet a été mis en accusation d'une façon à peine courtoise par des habitants du quartier qui trouvaient la plaisanterie assez peu drôle. Bon, ça n'a pas réglé grand-chose, mais enfin, il y a évidemment là une volonté d'utiliser une certaine délinquance pour jouer sur le prix de l'immobilier dans certains quartiers de Paris. Il y a une utilisation économique de la délinquance, hein, que ce soit de la... ça, c'est avoué clairement. Ah oui. Ça, on nous dit très clairement que les vols d'autoradio, etc., les vols de voitures, ça crée un marché. Ce qu'on appelle l'économie souterraine. Oui, que la drogue... Le trafic de drogue permet à des dizaines de familles de vivre dans les cités, de vivre décemment, et par conséquent, c'est quand même délicat d'y toucher, parce que ça serait affamer ces pauvres gens. C'était Madame Aubry, entre autres, qui avait dit ça. J'ai 3 messages encore sur le sujet. J'habite depuis 30 ans près de l'église Saint-Bernard. Cette nuit, il y a eu un foin pas possible jusqu'à 3 heures du matin. Rodéo, pétard, ça devient insupportable. L'ambiance a beaucoup changé depuis quelques mois, surtout depuis que le maire du 18e est le socialiste Vaillant et il n'y a plus aucune patrouille de CRS. Madame Arafat a fait son enfant en France, donc Monsieur Arafat est français à l'hôpital de Neuilly, au titre du regroupement familial. Absolument. Mais ça, c'est pas le pire, Monsieur Arafat. Pouvez-vous dire, oui, mais c'est le camp des saints. Pouvez-vous dire un mot de la nouvelle couche d'envahisseurs extrêmement arrogants, cupides et violents, contrairement à ce que dit la propagande? Je parle des Chinois. Je crois pas qu'on puisse généraliser. Je connais beaucoup de Chinois qui sont ni cupides, ni violents, ni arrogants. En plus, je voudrais dire que quand je parle des populations, moi, en tant que maire adjoint aux affaires sociales, dans une commune de seulement 17 000 habitants, il n'y avait pas d'assistante sociale. Donc j'étais maire adjoint aux affaires sociales et j'ai fait des permanents. J'avais des tas de gens adorables, je le dis, des Noirs, Le problème aujourd'hui, c'est le problème de la masse de population et c'est le problème de plus avoir l'impression d'être dans son pays. Croyez-moi que ce que j'ai dit ce soir, je suis pied noir avec tout ce que ça sous-entend d'amour que nous avions pour la France. Je viens d'un père qui a fait une guerre brillante, vendéen, et la guerre d'Indochine, etc. D'une mère espagnole dont les 3 frères étaient à Monte Cassino ou au débarquement de Provence. La France, j'aimais, je suis parachutiste, j'ai fait mon service volontaire dans les parachutistes. Donc la France, ce que j'ai dit ce soir et que j'ai plié mon drapeau, c'est pas un quelconque désespoir ou un effet de manche. C'est vraiment que je suis quelqu'un de désespéré qui vient essayer de passer une dernière fois un message, puisque bientôt je ne serai même plus un spécialiste de la Seine-Saint-Denis. Une auditrice nous dit un acte de résistance est déjà de lire et de s'abonner à la presse nationale et de les faire lire à tous ceux qui nous entourent. Au livre journal de la France Mafoise, par exemple. Non, mais c'est beaucoup. Excellent journal, d'ailleurs. Sur le sujet, c'est tout ce que j'ai, sauf une adresse qu'on nous donne. On ne va évidemment pas conclure sur ce sujet. Je crois que... On peut conclure sur la presse nationale. Sur la fête nationale. La presse nationale qu'il faut lire. Oui, d'ailleurs, même sur la fête nationale, parce qu'il y a quelque chose de dérisoire dans les célébrations du 14 juillet aujourd'hui, où on fait défiler l'armée, on étale du beau matériel, des beaux soldats et tout, qui sont effectivement tout à fait sympathiques, mais à quoi ils servent? J'ai entendu une émission il y a quelques jours sur Radio Courtoisie où il y avait un brillant militaire, officier de Légion, qui avait commandé à Sarajevo, me semble-t-il. J'avais l'impression que ce monsieur connaissait certainement bien Sarajevo, mais ne connaissait pas ce qui se passait en France, parce que à quoi effectivement servent-ils? On a jeté ce soir, tiens, quelqu'un qui rajoute encore, on a jeté ce soir des pétards par milliers dans la région Île-de-France. Au prix des pétards, des milliers de francs s'en vont en fumée. Qui paye? Moi, c'est tous les petits gamins qui ne payent pas à la cantine, qui en ont, qui les jettent dans mon quartier. Hein. Qui paye? C'est ce que c'est les allocations familiales des parents. Et puis, les Algériens et Marocains, en vue de la garde personnelle du roi Hassan II, qui ont défilé ce matin avec la troupe française, ont déclaré en ricanant « Jamais le roi Hassan II n'aurait permis qu'une troupe étrangère défilât chez lui le jour d'une fête nationale. » Évidemment. Où en êtes-vous arrivé? C'est bien clair, ça. Et puis alors la garde royale du Maroc a chanté « Dieu, la patrie, le roi ». Les commentateurs ont trouvé ça normal. Mais si un Français ose chanter « Dieu, la patrie, le roi », on le traite de nazi, fasciste, etc. Mais enfin, c'est tout de même. Moi, ce qui m'a cocasse tout de même. donné,
Vraiment, ça a été le summum. C'est la date anniversaire aujourd'hui, mais la fameuse compétition de football de l'année dernière. Enfin, moi, ces Français qui ont défilé sur les Champs-Élysées avec des drapeaux certainement français, mais aussi avec des drapeaux algériens, etc. Moi, excusez-moi, Monsieur De Bekech, mais je ne me reconnais pas dans ces Français-là. Bien, moi non plus. Je vous excusez. Mais moi, je ne me reconnais pas beaucoup dans les Français qui descendent dans la rue pour célébrer le fait que 11 types soient arrivés à mettre une boule de cuir plus souvent que les 11 autres dans un filet. Enfin, ça, chacun son goût. Bonjour et merci de votre existence. Je suis commandant de police à la direction de la police judiciaire à Paris. Le moral des professionnels est au plus bas devant les carences de la hiérarchie, le militantisme et l'incompétence des magistrats et les perspectives d'infiltration dans la profession d'immigrés des deuxième et troisième générations pour lesquels M. Chevènement met en place actuellement des concours à 2 vitesses. L'administration docile est en train de tuer les métiers de police. Merci de diffuser mon message. Et je signale que c'est signé. C'est un message sur le 3615 Libre Journal. Message Ménitel, qui est signé, voilà. Mon épouse a eu à les déposer pour les incidents dont je parlais tout à l'heure au commissariat de Bondy. Et aujourd'hui, tout l'accueil est fait par des emplois jeunes. Et vous hésitez un moment avant de déposer plainte. Avant de déposer plainte et avant de déclarer, de faire une description de celui qui vous a agressé. Justement, un auditeur passe aussi un message sur le 3615 Libre Journal. Barthelone habite à côté de la rue du Garde-Chasse, au Lilas, où a été tuée une vieille dame. La tueuse, jeune maghrébine, n'a pas été retrouvée depuis 1 an. Les policiers ont dit que 5 plaintes contre la même jeune fille avaient déjà été déposées. Voilà, c'est ça, vous comprenez, on porte plainte. Les policiers disent à la dame, vous devriez sortir avec une perruque. Absolument. Puis, comme la perruque ne protège pas forcément des coups de marteau, il y a un moment où elle est morte quand même. Oui. J'ai d'autres messages, mais c'est sur l'histoire de la dynastie. Alors, il faut peut-être manger sur M. Daniel Amiche, là. Oui, on peut. Pour en parler. Et puis alors, pourriez-vous nous parler du comité CSG qui a démenti sur les ondes de Radio Courtoisie ce qu'il a écrit dans le Libre Journal numéro 1186. Pourriez-vous téléphoner ? Ah oui, non, ça j'ai... oui, dans le numéro 186, j'ai écrit que une dame qui avait fait ce que le comité CSG recommandait, c'est-à-dire de porter plainte contre la CSG pour demander le remboursement de la CSG, elle a été condamnée à 1000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive. Et puis voilà, c'est tout. Et alors, je ne sais pas si ça a été démenti ou... Oui, ça a été démenti à l'émission suivante du mardi. Moi, j'ai tout le dossier, donc c'est parfait. J'ai le dossier avec... tout ça est absolument patent. Il n'y a pas à démentir quelque chose qui est strictement factuel. Cette dame a été condamnée, et quand on l'a condamnée, on lui a dit très clairement, n'y revenez pas, si vous êtes appel, vous vous ferez triquer encore plus ferme, parce que la décision a été prise dans un premier temps, on a rejeté toutes les réclamations relatives à la CSG, sans autre dommage que le refus de rembourser. Et dans la deuxième vague, on a rejeté on a refusé de rembourser, et on a assorti ce refus d'une amende pour procédure abusive, une amende de 1000 francs, considéré que c'est pas très cher payé, mais les gens qui reviendront seront sanctionnés très sévèrement, parce que la décision a été prise au niveau politique. Je dis pas que c'est fondé, je dis que c'est une réalité je crois factuelle. Que Claude Reichmann a dit que c'était un seul tribunal qui avait fait ça, et qu'au bout du compte, il était sûr que ça ne pouvait pas être prorogé, de toute façon. Ça, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, moi, ce que j'ai de qui est absolument factuel et qui peut pas être démenti, c'est que il y a des gens qui ont été condamnés. Voilà, c'est tout. Le reste, je sais pas si un jour ou l'autre la CSG sera remboursée. Pour ma part, je le souhaite vivement. J'espère qu'on remboursera la CSG. Qu'est-ce qu'il y a encore qui devrait être remboursé ? Tout, voilà, tout. Moi, tous les impôts. Tous les impôts. Moi, je paye mon métro, par exemple, depuis 30 ans, alors que je vois sans arrêt des gens sauter la barrière. C'est parce que vous n'êtes pas assez souple. Vous êtes jaloux. Vous n'avez pas appelé mon cher Franck, monsieur Enguerrand ? Voilà, alors je vous le demande maintenant. Et enfin, juste tout à fait au début de la deuxième partie, je vais piquer 10 minutes à mon camarade Amiche, qui va encore protester. Est-ce que je vous lis les choses sur le compte de Paris ?
Bah oui, tiens, comme ça. Daniel, ça lui venez évitera de dans faire. l'émission, Daniel. Alors, N'importe quoi. le nouveau comte de Paris n'est pas dynaste puisque divorcé. Or, pour la royauté française, il est pécheur public, il ne peut recevoir les sacrements et ne peut être roi de France. Je vous les lis tous. Voilà, Tout à fait d'accord avec Daniel. vous sur le sujet de la succession. Et je ne suis pas la seule. Le seul prince légitime sera le premier à prendre possession du trône, donc toute dispute est oiseuse. Bah oui, c'est réduire la succession au trône à une course de vitesse. Premier arrivé à Reims. Alors là, mon challenger est bien placé. Il court vite, très bien. J'apporte mon soutien à Serge de Béketch. Les Orléans, issus de régicides, ne seront jamais dynastes. Non plus. Non plus, c'est Le pas duc pour ça. d'Anjou n'a pas le droit de régner son fils, Louis XX, sur le trône de France, car Philippe IV d'Espagne avait renoncé à la couronne de France. C'est pas 4 mais 5 et puis il a renoncé dans des conditions qui mériteraient une émission. Et puis, Tout ça c'est faux, c'est Il faux. peut c'est renoncer du pour peur. lui, mais il peut pas renoncer pour Pour ses fils. descendants. C'est exactement comme Ça, si je je pense, disais, c'est la loi de je pas renonce renoncer. pour moi et pour mes descendants à être blond. Vous Voilà, refusez, monsieur de Béketch, vous refusez de choisir entre Maigret et Le Pen. Ah, voilà, ça, mais c'est- vous donnez votre position au sujet de la dynastie, au sujet de la question dynastique en défendant la légitimité d'un prince étranger puisqu'il a fait son service militaire en Espagne. Il a donc c'est prêté stupide. serment à un drapeau étranger. Il a deux patries puisqu'ayant la double nationalité. Et enfin, dernier Donc il message. n'est pas étranger s'il a Mais- la double nationalité. mais- Les gens disent n'importe quoi. Écoutez la fin. Oui. Le duc d'Anjou est dynaste. Oui. Les princes français ne peuvent contracter le vice de pérégrinité. pérégrinité. Et c'est signé, mais je ne vous dirai pas la signature, mais je vous la montre. Eh bien, Voilà, je très vous ai bien. tout lu. Ah les oui, mais ça, non, mais messages. on peut le dire parce qu'il est décédé, Raoul de Warren. Hein, donc on peut le dire. C'était dans Ah, c'est les- une citation. Oui, c'est une excusez-moi. citation. Je Les n'avais prétendants pas au lu. trône de France. Je donc on n'avais peut le pas lu dire. jusqu'au bout, la Sans honte est problème. sur moi. Voilà, cette première partie d'émission est terminée. J'en ai pris un petit bout de la tienne, Serge. Donc Tu vas me le pouvoir te rendre tout de laisser suite. 5 minutes pour la prochaine.